Bonjour et bienvenue sur une vidéo un peu particulière sur cette chaîne, mais j'espère ne sera pas la dernière du style, puisque c'est un véritable tuto à part entière sur une partie importante du gameplay sur LoL. Là, on va s'attaquer aujourd'hui aux runes. C'est un gros morceau de LoL, mais cette vidéo, j'ai essayé de la faire de façon à ce qu'elle soit abordable à la fois pour ceux qui découvrent le jeu, mais aussi pour ceux qui veulent tester des nouveaux trucs, essayer peut-être des petits pics un peu exotiques, ce genre de choses. Je vais être assez exhaustif dans ma façon d'aborder les choses. C'est pourquoi la vidéo est chapitrée, afin que vous puissiez vous y retrouver, éventuellement revenir sur des morceaux que vous avez envie de revoir par rapport à un pic que vous avez en tête. Par exemple, vous voulez jouer Xin Zhao ADC, vous dites qu'est-ce qui serait intéressant. Vous venez là, vous regardez du coup le chapitre pour vous dire est-ce que cette rune ça peut fonctionner. Oui, non, peut-être, je sais pas. À vous de voir après avec les informations que je vous donnerai. À vous de tester, d'expérimenter, de faire des choses. Ou tout simplement de rester sur quelque chose de classique qui fonctionne parfaitement bien si vous débutez le jeu, il n'y a aucun problème là-dessus. Le but de cette vidéo, c'est donc de permettre à tout un chacun de faire sa page de rune seul, sans avoir besoin d'aller regarder sur OPGG, Professor, ou je ne sais quel autre site qui vous donnera des informations. Pas besoin non plus d'installer Blitz pour qu'ils mettent les pages de runes et que vous sachiez même pas ce que vous avez dedans. Vous n'avez qu'à réfléchir. Et ça tombe bien parce que c'est le premier pas pour s'améliorer sur LoL. Réfléchir. Et la première réflexion à avoir par rapport aux runes, justement, c'est par rapport à ce que vous voyez actuellement sur la vidéo s'afficher, les Keystones. Les Keystones, qu'est-ce que c'est exactement? Pour ceux qui connaissent déjà un peu le principe des runes, je vous invite à avancer jusqu'au timecode qui va s'afficher sur l'écran actuellement là. Pour les autres, restez bien le temps de bien comprendre comment fonctionnent les runes, c'est très important pour toute la suite de la vidéo et de votre évolution sur le jeu. Les Keystones, c'est donc ce que vous voyez là actuellement ici, que je suis en train de survoler. Ce sont les éléments clés, d'où le nom Keystone, de vos pages de runes. Alors, elles sont classées dans différentes catégories qui ont des thématiques particulières, on reviendra dessus un peu après. Chaque Keystone donne un, un apport assez important à votre gameplay, à votre playstyle, du coup, avec le champ que vous avez. Et suivant la keystone que vous avez, vous aurez des bonus différents qui vont totalement impacter la façon dont vous allez jouer la partie. Par exemple, si vous avez, on va prendre l'étal tempo rapidement, c'est un keystone qui vous donne de l'attaque speed quand vous tapez les adversaires. Vous allez jouer du coup là-dessus. Vous allez être particulièrement orienté sur ça, sur attendre d'avoir le tel tempo, mettre votre combo. Dès que vous avez plus l'attaque speed, vous allez commencer à reculer pour pas prendre des dégâts pour rien. Là où si à côté vous prenez par exemple Electrocute, là c'est un truc qui permet de faire un gros burst. Je reviendrai en détail dessus plus tard, vous inquiétez pas. Donc vous allez plus jouer autour de ça, mettre un gros burst pour one-shot un mec et après on s'en va. C'est pas du tout le même gameplay, ça dépend du coup du champion que vous avez et de comment vous voulez jouer le champion en question dans la game que vous allez jouer. Ce qui veut dire bien évidemment que aucun champion n'est bloqué sur une seule keystone. Il y a toujours moyen de s'adapter et la keystone n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car en réalité, il y a aussi en dessous les runes secondaires qui forment du coup l'essentiel de la page de runes. On verra ça plus tard encore une fois. Ce sont des runes qui vont donner du coup des effets différents, des bonus de stats pour certaines, d'autres des effets sur certains moments de la partie particuliers, d'autres des effets sur le long terme. Voilà, c'est à voir suivant ce que vous prenez comme keystone. Ça définit du coup une certaine série de runes que vous pouvez prendre après ça en dessous. Et après, il y a la page secondaire qui du coup correspond à une des quatre autres pages que vous n'aurez pas choisies avec la keystone, qui permettra du coup de rajouter des runes supplémentaires. Tout ce qui est la construction de la page de rune, on reviendra sur un peu après en détail, mais je peux vous montrer déjà un peu à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Par exemple, là vous avez une page de rune qui est une page de rune test que j'ai fait récemment. Là vous voyez du coup la keystone qui apparaît ici, avec la branche principale, et toutes les runes qu'il y a en dessous ici, du coup, ce sont les runes qui correspondent à cette page-là. Si on veut prendre des runes d'autre chose, une autre page ici, on est obligé de changer la keystone. La keystone définit la page principale. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir sa keystone. Parce que certes, il y a les effets de la keystone qui vont s'appliquer, mais il y a aussi ce qu'il y a en dessous qui va s'appliquer. Et après, derrière, du coup, il y a ici la page secondaire. Donc on choisit ici, sans choisir de keystone, la page qu'on va voir derrière. Et là, il y a donc les éléments finaux, qui sont les statistiques bonus qui sont données. Et ça, c'est un truc qui est fixe, peu importe la keystone ou la page que vous prenez, ce sera toujours les mêmes choix que vous aurez ici. Encore une fois, on reviendra dessus en détail un peu plus tard.
Maintenant, comment choisir la bonne keystone, comment choisir la bonne page de rune? Et là, je m'adresse à tout le monde. Pas que aux débutants, mais aussi aux confirmés, parce que c'est des fois quelque chose qu'on oublie quand on fait sa page. On fait une page de rune en se disant «Ah, tiens, ça peut être rigolo», mais on ne pense pas réellement à l'utilité de la rune qu'on va prendre. Donc la première chose à faire avant même de faire une page de rune, c'est se dire «Qu'est-ce que je vais jouer comme champion?» Et je parle pas du pic, parce que vous pouvez avoir pic n'importe quel champion. La question reste toujours d'actualité. Mettons par exemple, j'ai pic Tristana. Prends un exemple comme ça au hasard. J'ai pic Tristana, je me demande encore qu'est-ce que je vais jouer comme champion. Le champion que je vais c'est Tristana, mais comment je vais le jouer? Est-ce que je vais le jouer ADC? Est-ce que je vais jouer Assassin? Est-ce que je vais le jouer Bruiser? Est-ce que je vais le jouer Burst? Ou est-ce que je vais le jouer DPS? Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser quand on fait sa page de rune. Parce que après, une fois qu'on a fait la page de rune, ça va définir comment on va jouer le perso. Donc il vaut mieux y réfléchir avant de faire la page de rune plutôt que de se retrouver bloqué à terme en mode «Ah, mince, ma page de rune elle colle pas avec comment je voudrais jouer dans la game». Comment ça se décide tout ça? Je ferai peut-être une vidéo un peu plus courte une autre fois où j'expliquerai ça. Comment jouer une game de façon durable. Là pour le moment, on va vraiment se focus sur quelle rune fait quoi, quand, comment. Je vais donc commencer par faire le tour des keystones et on viendra après sur ce qu'il y a en dessous des keystones. Donc, premièrement, vous voyez, il y a 5 arbres de runes. La première, précision, qui est plutôt basée sur les dégâts AD, donc les auto-attaques, et le sustain, mais vous verrez qu'il y a des petites nuances qui font que ça peut être joué même sur des champions AP sur certaines d'entre elles. Voilà, mais dans l'idée générale, c'est ça. La deuxième branche, c'est domination. Ça, c'est plus une page de rune qui est fait pour du gros burst dans l'essentiel. C'est vraiment donc du coup pour les assassins qui vont vouloir venir tuer quelqu'un et s'échapper. Ce genre de choses. Voire des fois certains persos un peu vénères qui vont burst 5 champions adverses et prendre un pentakill. Ça fonctionne aussi, on en reparlera plus tard en détail encore une fois. Sorcerie, alors là c'est plus pour les mages en général que c'est prévu. Même si vous verrez aussi que il peut y avoir des nuances, mais dans l'essentiel c'est vraiment la page de rune pour les mages. Il y a le Resolve qui est lui du coup le pendant du sorcerie mais pour les tanks. Encore une fois vous verrez que il y a des petites nuances mais dans l'ensemble c'est vraiment pour ça que c'est prévu. Et le dernier c'est Inspiration, du coup celui-là c'est un truc un peu plus utilitaire. Donc c'est un peu pour tout le monde, voilà. D'ailleurs vous verrez que ça m'arrivera sûrement souvent dans la vidéo de dire utilitaire au lieu d'inspiration parce que pour moi c'est clairement ça le nom que ça devrait avoir. On va commencer du coup dans l'ordre par précision, les keystones de précision. Alors, Presviatak, c'est la première. Et peut-être qu'avec Conqueror, c'est certainement celle qui est la plus utilisée des 4 Keystones qui sont présentes ici. Pourquoi? C'est très simple. Presviatak, c'est un Black Keystone rêvé, on va dire, pour les ADC. Tout simplement parce que ça donne l'effet que quand vous avez mis 3 auto-attaques successives sur un adversaire, premièrement, vous augmentez les dégâts que vous infligez l'adversaire, mais deuxièmement, vous le rendez vulnérable à tous les dégâts qu'il va subir pendant un certain laps de temps. Alors ça dépend du niveau, le laps de temps. Non, je crois pas. Non, le laps de temps c'est 6 secondes, quel que soit le niveau. C'est le pourcentage de vulnérabilité qui augmente suivant le niveau. Autant pour moi. Donc cette rune-là est très intéressante pour les ADC. Parce qu'un ADC, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, un ADC, son job c'est de taper le premier mec qui arrive sur lui. Dans les teamfights, je parle bien sûr. Il y a un mec qui s'arrive, il prend des auto-attaques. C'est aussi simple que ça. Le focus, c'est plus sur les assassins ou les supports, tout ça, qu'il va y avoir un focus qui va se faire pour justement permettre d'isoler une cible pour l'ADC qui lui, du coup, a juste à taper la cible une fois qu'elle est isolée. Donc, job de l'ADC, taper le premier truc qui est apporté. Et en faisant ça, du coup, ça veut dire que l'adversaire qui est face à vous en tant qu'ADC, qui va se retrouver du coup sous votre feu, se retrouve aussi vulnérable grâce à Presby Attack aux dégâts des alliés. Autrement dit, vous le rendez faible face à toute votre team. Toute votre team qui va, en toute logique, du coup, focus cette cible-là, histoire d'éliminer un adversaire rapidement. Et ensuite, on passe au suivant. Qui ça va être que vous tapez en premier? Bah, c'est soit le tank, parce que c'est lui qui est devant tout le monde pour encaisser les dégâts. Et bah, du coup, rip le tank, hein, il va se faire tuer, tant pis pour lui. Ça peut être également d'autres champions, comme les assassins qui viennent au milieu de la mêlée pour essayer de tuer quelqu'un. Ça peut être vous notamment. Là, vous avez le focus, comme ça, il se fait tuer plus vite que ce que lui, il vous tue. Bon, dans l'idée, vous avez le kite aussi, bien sûr. Des champions qui fonctionnent très bien avec Presby Attack, il y en a quelques-uns.
Vayne, par exemple, qui fonctionne très très bien avec Press Attack vu que ça combote avec son Z. Il y a aussi Tristana, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, qui fonctionne très bien puisque sa bombe elle explose au bout du quatrième coup. Donc du coup ça veut dire juste après le proc du Press Attack. Ce qui est complètement pété parce que vous augmentez les dégâts de la bombe et doublement parce qu'il y a l'effet du Press Attack qui fait que ça augmente les dégâts que vous mettez. Et en plus vous avez aussi le proc du coup de la vulnérabilité. Donc c'est très très fort. Ça fonctionne sur plein d'autres persos aussi. Là, c'est vraiment Vayne, Tristana, c'est les deux qui viennent à l'esprit en premier quand on parle du Press Attack. Euh, c'est très très fort du coup en teamfight, comme je disais tout à l'heure. Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant quand on veut split push. Parce que split push, ça veut dire qu'on va se retrouver généralement en 1v1. Et en 1v1, c'est moins intéressant puisque l'effet d'augmenter les dégâts qu'on subit de toutes les autres sources, il a aucun sens. Vu que c'est du 1v1, il n'y aura aucune autre source de dégâts, à part éventuellement les minions. Et c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Donc, à favoriser vraiment pour des champions qui vont jouer en teamfight plutôt que pour du split push. Si vous êtes parti sur un champion top lane par exemple qui va groupe, je pense notamment à Urgo des fois qui va avoir envie de grouper avec la team, le press attack peut être intéressant. Par contre, si vous êtes là pour enfoncer des tourelles, en avoir rien à faire du reste de la map, dans ce cas-là, press attack n'est pas très intéressant. Sauf cas un peu exceptionnel, mais ça, ce sera à voir sur l'expérimentation. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Ensuite, il y a le Lethal Tempo. Il est là, excusez-moi. Lethal Tempo, juste en dessous. Lethal Tempo, du coup, ça c'est complètement différent. Là, on part sur de l'attaque speed. L'intérêt du Lethal Tempo, c'est pour un champion qui va vouloir arriver et mettre une grosse série d'auto-attaques sur son adversaire très rapidement. Très fort, du coup, sur des champions qui sont basés sur des stuffs d'attaque speed. Je pense à Ashe, je pense à Tryndamere, je pense à Varus. On a des champions comme ça, vraiment, leur but dans la vie, c'est d'arriver et mettre des auto-attaques. Aussi simple que ça. Du coup, le fonctionnement est très simple. Vous mettez des dégâts à un adversaire. Ça peut fonctionner par exemple avec le Q-Spell de Varus. Ça peut fonctionner avec le Z de H. Ça peut fonctionner avec juste une auto-attaque quand vous jouez Tryndamere par exemple. Pour reprendre les trois exemples que j'ai cités plus tôt. Et du coup, derrière ça, après un petit laps de temps, c'est 1 ou 2 secondes, je crois, une seconde et demie, voilà. Après une seconde et demie du coup de chargement de la rune, vous avez un boost d'attaque speed qui est de 110%. Enfin, de 40 à 110% maximum, ça dépend du niveau. Niveau 18 c'est 110%, niveau 1 c'est 40%, qui va durer pendant 3 secondes. Et si vous tapez un champion ennemi, ça fait 6 secondes. Donc, si normalement c'est toujours 6 secondes, hein, vous êtes censé attaquer derrière, c'est le principe justement. Du coup, pendant 6 secondes, vous avez un boost d'attaque speed qui est non négligeable, qui va vous permettre du coup de spammer l'adversaire d'auto-attaque. Très fort sur Tryndamere du coup, puisque ça va stacker son passif très très vite, qui augmente vos critiques, donc ça augmente les dégâts de vos auto-attaques, que vous mettez très vite. Voilà, c'est un effet boule de neige assez fort là-dessus. C'est aussi très fort du coup sur H par exemple, qui va pouvoir slow, donc c'est un très bon kiting avec ses auto-attaques, vous pouvez slow très facilement. Ça permet du coup de pouvoir découper un adversaire aussi très rapidement avec Varus, et souvent joué avec de la létalité et de la vitesse d'attaque. Ça permet donc d'exploser le mec en face de vous, par exemple. Voilà. Par contre, c'est à éviter sur tous les champions à burst. Je pense à n'importe quel champion en auto-attaque qui est là vraiment pour burst l'adversaire. Par exemple, Ezreal, qui est pas là pour vraiment mettre. Non, Ezreal il met pas des auto-attaques. Mais du coup, Ezreal par exemple, il va DPS, mais il met pas d'auto-attaque, donc c'est pas intéressant sur lui. Enfin, il met pas trop d'auto-attaque, c'est pas son playstyle. Mais sur les par exemple, Z, sur les champions à burst, Z il va auto-attaque. Un peu un AD qui va auto-attaque en mettant ses spells. Sauf que Lethal Tempo est pas intéressant pour lui parce que il va pas avoir le temps de proc. C'est-à-dire que le temps que Z mette son combo et reparte, Lethal Tempo aura à peine le temps de proc qu'il aura déjà tué sa cible. Du coup, c'est pas intéressant. Là, on va préférer un Hail of Blade, on parlera un peu plus tard, qui permettrait effectivement de mettre vraiment un gros burst de dégâts. Donc c'est pas intéressant du coup sur les bursts, c'est plus pour du DPS, Lethal Tempo. Ensuite, on va revenir sur le Fleet Footwork en première ligne ici. Fleet Footwork, du coup, là c'est quelque chose de totalement différent. On n'est plus du tout sur du teamfight, on n'est plus sur de la gestion de lane, cette rune là. C'est une rune qui est très intéressante du coup quand on est en phase de lane pour réussir à avoir de la tenue de lane. Je m'explique, ça va donner du sustain, puisque comme vous pouvez le voir là en lisant vite fait ce qu'il y a écrit, vous allez stacker de l'énergie en marchant et en attaquant. Et lorsque vous êtes arrivé à 100 stacks, donc c'est le même principe que pour le statique, votre prochaine attaque est énergisée. C'est-à-dire qu'elle va infliger plus de dégâts, mais surtout qu'elle va vous heal et vous donner de la mobi.
Sachant que ça proc sur les champions, mais aussi sur les minions. Donc c'est très intéressant pour les phases de lane. Des champions qui utilisent très bien ça, notamment c'est Akali, qui est très très forte avec Fleet Footwork en top lane pour réussir à avoir une bonne tenue de lane, un peu sustain, ou même en mid en vrai ça fonctionne très bien sur Akali. Voilà, c'est une très bonne alternative au Conqueror pour le sustain, quand vous allez vraiment chercher à faire pas des trades très longs, mais plus des micro-trades. Sur Akali par exemple, vous mettez un QE, vous pouvez faire proc le Fleet Footwork dans le trade entre le Q et le E. Vous avez fait un trade très très short qui a permis de faire un gros burst de dégâts en face, et en même temps vous de pas prendre trop cher puisque vous avez proc le Fleet Footwork qui vous a régène. Donc très intéressant pour ça. Par contre, en teamfight, ça a très peu d'utilité. En split push, ça peut éventuellement être utile, mais c'est une rune qui s'essouffle très vite dans la partie. Donc c'est très fort, soit pour des champions qui vont avoir besoin de booster un peu leur early game en phase de lane, et qui n'ont pas besoin spécialement plus de burst derrière. Effectivement, c'est le cas pour Akali par exemple, puisqu'une fois qu'elle a atteint son niveau 6, premier item, la game elle est déjà pliée en termes de dégâts, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Mais c'est aussi utile pour d'autres champions qui, du coup, arrivent à scale naturellement et n'ont pas besoin de plus de scaling avec la rune. Je pense par exemple à Kayle. Kayle qui est un très bon utilisateur de Fleet Footwork aussi en top lane. Ou en ADC d'ailleurs. Ça fonctionne aussi. C'est tout ce qu'il y a à dire sur Fleet Footwork. Maintenant, le Conqueror. Pour le Conqueror, c'est une toute autre histoire. Là, ça n'a rien à voir. C'est l'opposé du Fleet Footwork. C'est une rune qui est une rune à stack. Ça va jusqu'à 12 stacks du coup. Les stacks, le nombre de stacks que vous gagnez, ça dépend des attaques, des spells que vous mettez. Ça va de 1 à 2 stacks. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 stacks maximum. Si, il y a moyen de gagner 3 stacks sur certains spells. Mais le plus souvent, c'est 1 ou 2 stacks que vous gagnez. Ça dépend si vous êtes un corps à corps ou en distance, bien sûr aussi. Mais dans l'idée, le but c'est d'arriver à 12 stacks le plus vite possible pour réussir à obtenir le maximum de dégâts supplémentaires, puisque chaque stack octroie des dégâts supplémentaires. Et surtout, une fois que vous avez fini de stacker, vous allez vous heal d'un pourcentage des dégâts que vous infligez. Une fois que vous êtes à full stack. Et à chaque fois que vous infligez des dégâts à l'adversaire, ça reset le timer des stacks. Donc vous restez à 12 stacks autant de temps que vous tapez l'adversaire. Par contre, dès que vous arrêtez de taper pendant, je sais plus combien de temps c'est exactement, c'est 2 secondes, je crois, un truc comme ça. Non, c'est plus long que ça, hein, c'est 6 secondes. Ouais, c'est ça, c'est 6 secondes. Du coup, une fois que vous arrêtez de taper pendant 6 secondes, vous perdez des stacks. Et les stacks se perdent tous d'un coup, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, hein. Ouais, il me semble bien que c'est ça. On perd tous les stacks d'un seul coup, c'est pas un à un. Et donc, du coup, c'est très intéressant pour des champions qui vont faire des fights sur la durée. La plupart des top laners, dans l'ensemble, hein, les trois quarts des top laners AD comme AP, parce que les dégâts sont adaptatifs, ont un intérêt à jouer avec le Conqueror. Pour prendre un exemple assez connu, Riven par exemple avec Conqueror, c'est très très fort. Vous allez arriver, mettre vos combos avec vos dash et tout, et finir avec l'ulti. Entre temps, vous allez aisément stack le Conqueror, ce qui vous permet de vous régénérer en plus en tuant l'adversaire. Et derrière, vous pouvez du coup soit go in sur le suivant, soit reculer tranquillement. Vous avez le choix, vous êtes safe, vous avez les PV, vous avez les dégâts, vous êtes assez imposant. Mais c'est aussi intéressant pour des trades en phase de lane, sur la plupart des top laners, puisque vu que en top lane il y a beaucoup de champions qui sont des bruiseurs ou des tanks, ça permet de pouvoir faire des dégâts de plus en plus importants sur des fights qui vont être de plus en plus longs, et du coup de pouvoir réussir à vraiment tenir ces fights sur la durée. Ça, c'est pour si vous cherchez à faire des dégâts, donc plus pour des champs bruiseurs. Si vous jouez des champs tanks, là il faudra partir plutôt du côté de Resolve, mais j'y reviendrai plus tard. Donc très intéressant pour ce genre de champion, beaucoup moins intéressant pour des champions qui vont arriver et claquer tous leurs dégâts et après s'en aller, parce qu'ils n'auront pas le temps de profiter du stack du Conqueror. Je peux revenir encore une fois sur Z ou tous les assassins du jeu. Akali s'en sort très bien avec Conqueror dans des games où elle va vraiment être là pour faire du 1v5 et du coup enchaîner les kills. Par contre, si c'est une game où elle va être jouée en mode assassin pour vraiment arriver, tuer une cible et s'escape, là le Conqueror est beaucoup moins intéressant, à plus se tourner vers le Fleet Footwork, voire éventuellement d'autres runes qu'on verra un peu plus tard. C'est tout ce qu'il y a à dire du coup sur les keystones de précision. On va passer donc à la domination. Domination, là je vais commencer du coup par vous parler de Hail of Blade. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. On revient de suite dessus. C'est donc le pendant de Lethal Tempo, mais j'aime aussi le comparer avec Press the Attack, puisque c'est aussi un combo de 3 auto-attaques qui proc dessus. Hail of Blade, qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, c'est l'enfant un peu de Lethal Tempo et Press the Attack. En gros, au lieu que ce soit vous devez l'activer en mettant des dégâts, c'est tant que vous n'avez pas tapé un ennemi, il est actif, il attend.
Et dès que vous commencez à attaquer un ennemi, ça déclenche le CD de la rune, puisque ça vous donne 110% d'attaque speed supplémentaire, donc autant que Lethal Tempo au niveau 18, sauf que là c'est dès le niveau 1. Et donc ces 110% d'attaque speed sont gagnés du coup pour les 3 prochaines attaques, et pas plus. Là c'est pas une question de durée, c'est 3 auto-attaques. Donc c'est très intéressant pour des champions qui justement vont se baser sur un principe de 3 auto-attaques, ou alors un gros burst et après on s'en va, on n'a pas besoin de plus que ça. Intéressant sur Tristana du coup, on en parlait tout à l'heure pour le Presby Attack, c'est ça que j'aime bien le comparer aussi. Tristana, donc comme j'ai dit, elle a besoin de mettre 4 autos pour faire exploser sa bombe. Du coup généralement, Hail of Blade, si vous la jouez assassin, donc dans le but de faire exploser un adversaire le plus tôt possible, vous pouvez arriver, mettre une bombe, jump in sur l'adversaire, les 3 auto-attaques, sachant que le jump fait proc un stack comme une auto-attaque. Du coup, avec l'attaque speed que vous avez, les 3 auto-attaques se font en un rien de temps, la bombe explose et vous pouvez Z out avec le reset de votre Z. C'est extrêmement puissant comme rune sur des champions comme ça pour réussir à faire du gros burst. Ça fonctionne aussi comme burst sur les assassins comme Z par exemple, qui peuvent arriver du coup et pouvoir rapidement mettre leurs auto-attaques entre leurs combos de spells pour exploser leurs adversaires ou prendre des trades avant de mettre leurs spells. Très intéressant pour keep les spells. Fonctionne très bien sur Talon aussi le Hail of Blade, vraiment très intéressant. Ouais, il y a plein de champions sur lesquels ça peut être assez intéressant, et c'est pas forcément que sur des AD. Ça peut être aussi sur des tanks ou sur des AP que ça peut être intéressant. Je pense notamment à Skarner Hail of Blade, qui peut être rigolo à être joué tank avec Hail of Blade. Ça donne un burst de dégâts assez intéressant avec une petite titanesque derrière. Ça fait très très mal. Voilà. D'autant qu'en plus, c'est un champ qui reset ses spells sur ses auto-attaques. Voilà, un petit tic exotique là pour vous, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Du coup, c'est très très fort sur des champs qui sont basés sur leurs auto-attaques, principalement. Je pense aussi à Xin Zhao, notamment là, qui a un très bon combo avec son Q-Spell du coup sur le Hail of Blade qui proc très très vite. C'est très fort du coup pour faire du burst. Par contre, c'est beaucoup plus faible pour faire des chain kills, puisqu'il y a un cooldown avant que ce soit à nouveau disponible, c'est 8 secondes sans combattre. Autrement dit, c'est impossible de le proc 2 fois dans un teamfight, ou alors il faut vraiment que le teamfight soit ultra long, que vous soyez safe pendant 8 secondes avant de revenir. C'est horrible, donc c'est pas viable pour des champions qui vont vouloir vraiment enchaîner les fights contre les champions adverses. Le but, c'est d'arriver, prendre un kill et se tirer. Rien de plus. C'est très utile pour des pick-up notamment. Si vous jouez en jungle et vous voulez faire des pick-up, très utile d'avoir Hail of Blade parce que comme ça, dès que vous vous mettez dans un bush, vous attendez qu'il y ait un champion qui arrive, il rentre dans le bush, bam, il est mort, et vous repartez faire un pick-up ailleurs. C'est très très fort pour ça. Je vais décaler du coup maintenant sur un autre truc de burst cette page de rune, c'est l'électrocute. Qui fonctionne aussi avec un système de 3. Vous verrez que 3 c'est un chiffre qui est très important dans les runes sur LoL. Mais là cette fois-ci c'est pas que des auto-attaques. C'est des spells ou des auto-attaques. Mais il faut que ce soit alterné. C'est-à-dire que je fais 3 auto-attaques d'affilée, ça ne fait pas proc l'électrocute. Il faut une auto, un spell, une auto, ou alors un spell, une auto, un spell, ou un spell, un autre spell et un autre spell, ça fonctionne aussi. Sachant que du coup, si je fais un spell, une auto, un spell, ça peut être 2 fois le même spell qui proc, ça n'est pas un problème, ça fera proc l'électrocute aussi. Mais l'intérêt du coup de cet électrocute, c'est qu'une fois que ça proc, ça inflige des dégâts qui sont pas négligeables, avec un très gros ratio d'AD et d'AP, donc intéressant autant sur les assassins AD que sur les assassins AP. Les deux fonctionnent très bien. Avec un cooldown qui est quand même pas négligeable, 20 secondes niveau 18, 25 secondes niveau 1, c'est quand même au niveau 18, un cooldown qui est assez imposant. Donc vraiment pour des champions qui vont vouloir arriver, faire des gros dégâts et généralement s'en aller derrière. Je pense par exemple à Leblanc qui va pouvoir venir, mettre son burst, repartir avec son Z. Je pense aussi à Z qui va pouvoir pareil venir avec son ombre, mettre un gros burst de dégâts, son presser et après paf repartir tranquillement aussi. Il y a moyen de faire des choses comme ça se fait. Donc très intéressant du coup sur des assassins go in, go out. C'est beaucoup moins intéressant sur des champions qui vont du coup vouloir enchaîner les kills. On revient sur la même histoire que Halo Blade, à peu près la même utilité, sauf que là, c'est pas forcément l'intérêt des auto-attaques. Là, c'est beaucoup plus large, ça touche beaucoup plus de champions du coup, qui n'étaient pas forcément touchés par le Halo Blade. Bah, par exemple, le blanc, qui n'est pas du tout intéressante avec Halo Blade, mais qui avec l'électrocute est très forte. C'est même quasiment vital comme rune sur le blanc. Je pense aussi à Harry qui a un très gros burst avec l'électrocute. Après ça, par contre, si vous voulez faire du gros burst, mais pouvoir toucher plusieurs cibles et continuer à burst, il y a le Predator. Mister Transition, me voici.
Le Predator, du coup, lui, il fonctionne de façon totalement différente. C'est pas une question de mettre un combo particulier ou quoi. C'est juste, si la personne en face de vous a moins de 50% de ses PV max, vous mettez un gros burst de damage en faisant proc la rune et vous récupérez une soul. Plus vous avez de soul dans la partie, plus vous allez faire de dégâts. Il y a un ratio d'AD et d'AP et un ratio de soul qui proc dessus. Donc plus vous êtes big, plus vous faites mal. Et plus vous allez devenir big. C'est une rune qui scale très très fort, mais qui est aussi très forte en early. La grosse force de la Dark Harvest, du coup, c'est sur des champions à burst qui peuvent notamment chain kill en AOE, surtout en AOE, ça offre des combos dévastateurs. Je pense par exemple à Brand qui peut faire des combos de fou furieux avec un bon ZER grâce justement à la Dark Harvest qui peut proc. Sachant que la Dark Harvest a un cooldown quand même qui est pas négligeable en early game. Mais si vous faites un kill, le cooldown est réduit à 1 seconde. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir du coup remettre les dégâts assez rapidement dans un teamfight. Euh, Autre perso que Brand qui proc très bien avec la Dark Harvest, c'est Illaoi, ou Illaoi, pour ceux qui le prononcent correctement. Illaoi, du coup, pourquoi c'est intéressant? Vous allez avoir tendance à vouloir venir, vous mettre au milieu des ennemis, proc un grab avec votre E et mettre un presser avec un max de tentacules pour exploser les adversaires. Et ben ça fait proc la Dark Harvest, même sur la sol que vous capturez, la Dark Harvest va proc. Et ça c'est vraiment super intéressant, notamment pour certains postes un peu exotiques pour Illaoi, en botlane par exemple. Euh, Ça peut être intéressant puisque vous allez pouvoir stacker rapidement le Dark Harvest en early avec votre E et derrière réussir à faire des gros bursts en utilisant cette Dark Harvest en question très tôt dans la game. Et ensuite, du coup, derrière dans les teamfights, vous aurez un burst phénoménal pour exploser vos adversaires. Ça donne moins de sustain, ça donne plus de dégâts. C'est vraiment le but, c'est d'arriver et d'exploser des bouches en série. Voilà. Et il y a du coup le petit dernier de cette branche-là qui est Predator, qui fonctionne pas du tout pareil que les trois autres. Le but de Predator, c'est d'aller vite et fort. Je m'explique. Lorsque vous allez Predator, ça va mettre un effet actif sur vos chaussures. Et quand vous activez cet effet-là, vous allez gagner de la move speed de façon croissante. Et quand vous arrivez au maximum de cette move speed-là, vous obtenez un burst de dégâts sur votre prochain spell ou auto-attaque. Ce qui fait que c'est très intéressant, notamment sur les junglers. Je pense à Gragas par exemple, qui est vraiment un très gros utilisateur de Predator. Mais ça peut aussi être utile sur un Pyke ou un Panthéon en support, si vous voulez Rom, ou même Nautilus en mid lane avec Predator, ça se fait, c'est très drôle. Ça permet du coup de pouvoir roam très rapidement, très efficacement, et en plus, à la sortie du roaming, d'avoir un burst supplémentaire sur l'engage. Donc vraiment très intéressant sur des champions comme ça qui ont du hard engage et qui vont pouvoir du coup péter des bouches derrière grâce au Predator. Du coup, par contre, c'est très nul sur des champions qui n'ont pas d'engage, pas de CC ou pas de Mobi. Parce que bah, ça va pas vraiment être intéressant de gagner 45% de move speed en plus sur un champion qui a 10 de Mobi de base. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. On passe donc à la branche sorcerie, qui est la branche réservée aux mages. On était sur de la mobilité, on va rester sur de la mobilité. Phase Rush, comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est avec un combo de 3 auto-attaques ou spells, exactement pareil que pour Electrocute, qu'on va pouvoir faire proc le Phase Rush. Une fois que le Phase Rush a proc, on va gagner de la mobilité, donc de la move speed, qui va dépendre du coup du niveau qu'on a. Ça jusqu'à 40% de move speed supplémentaire. Et surtout, on va gagner de la slow resistance. Et ça, c'est très très intéressant quand vous avez en face de vous beaucoup de champions à slow et qui peuvent ensuite follow up avec de l'engage. Très intéressant pour ça. Euh, Très intéressant pour ça. Et surtout très intéressant pour des champions qui vont chercher à faire du kite ou chercher à faire du chase. Pour le kite, je pense par exemple à Rice, qui est un très très gros utilisateur de phase rush, qui va kite avec ses spells, mettre ses petits combos et reculer tranquillement. Et pour le chase, je pense à Nasus par exemple, qui va avoir beaucoup d'intérêt à jouer phase rush. Alors c'est pas la seule rune sur laquelle on va le voir, mais ça fonctionne très bien sur lui comme ça, pour pouvoir réussir à arriver, proc le phase rush avec un E, enfin auto EQ, qui permet de faire proc le phase rush très très vite, et derrière de pouvoir commencer à chase l'adversaire qui ne pourra pas le rattraper
encore plus avec son Z qui fait trop mal en fait. Vraiment, le slow est insane. D'ailleurs, pour le coup, le phase rush, il n'y a pas besoin que ce soit des sorts à dégâts pour le faire proc. Les CC fonctionnent aussi pour faire proc le phase rush. Donc le Z de Nasus fait proc le phase rush. Ça permet de le faire proc sans forcément avoir besoin d'être au corps à corps tout du long du combo. Du coup, c'est très intéressant pour ça. Par contre, il faut que ce soit des champions qui n'ont pas besoin de dégâts supplémentaires dans leur rune. Parce que ça ne donne vraiment que de la mobilité. Ça donne absolument zéro dégâts. Alors vous me direz, sur Ekarim on s'en fiche, la mobilité c'est du dégât. Oui, c'est un argument valable. Mais sur les autres champions, c'est pas forcément le cas. Et il y a certains champions qui peuvent profiter du phase rush, par exemple Skarner, parce qu'ils n'ont pas besoin de dégâts, leur but c'est d'être utilitaire. Mais il y en a d'autres qui vont être lésés par le phase rush parce qu'ils auront besoin de dégâts derrière et que la mobilité seule ne leur suffira pas. D'où le fait de prendre Predator sur certains de ces champions par exemple. Maintenant, si votre but c'est juste de faire des dégâts et de poke, si votre objectif dans la game c'est de poke l'adversaire jusqu'à l'os, de lui faire rage quit la lane, voire la game parce qu'il en aura marre de prendre vos spells et des dégâts supplémentaires, alors dans ce cas-là, Comet et Aeri sont faits pour vous. Je vais commencer par la Comet. La Comet c'est vraiment la rune du poking par excellence. Comment ça fonctionne? Vous mettez un spell, il y a une Comet qui va aller sur la zone où le spell a touché l'adversaire, et ça va faire des dégâts du coup dans la zone où ça arrive. C'est aussi simple que ça. Les dégâts ont un ratio AP et AD, mais c'est bien plus souvent utilisé sur des champions AP. Non pas que le ratio soit plus élevé ou plus intéressant, mais surtout que le POC, c'est surtout pour les champions AP en général. Après, à vous de voir si vous voulez l'adapter sur des champions AD. Des champions qui fonctionnent très très bien avec la comète pour POC, c'est Lux, Morgana par exemple, qui sont de très gros champions à POC avec leur spell autant en mid qu'en bot lane. Ça fonctionne très très bien, mais c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres qui peuvent se jouer avec ça. Réfléchissez 2 secondes à un mage, hop, arrêtez-vous, voilà, ce mage là, essayez de le jouer avec comète pour spammer vos spells, vous verrez, ça va être drôle. Voilà, c'est sûr à 100%. Du coup, c'est une rune qui est très très forte pour faciliter le early game, puisque vous allez avoir des dégâts supplémentaires en early grâce au POC avec la comète. Vous allez pouvoir harass l'adversaire beaucoup plus fort, prendre des trades beaucoup plus intéressants très tôt dans la partie, puisque vous aurez plus de dégâts à gratter avec le POC de la comète. Très fort sur des fights de longue durée, du coup beaucoup moins intéressant sur de la courte durée, puisque justement l'intérêt c'est de POC, donc de faire des dégâts au fil du temps. Donc très intéressant pour toutes ces raisons-là. Ça fonctionne très bien pour Counter Garen d'ailleurs le POC. Tips pour les top laners au passage. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la comète. Par contre, sur Aeri, il y a un peu plus de choses à dire. Aeri, c'est très très intéressant pour le POC aussi, mais pas que. L'intérêt de prendre Aeri, principalement, ça va être pour des supports ou des champions à shield ou à heal, puisque l'Aeri va proc à la fois sur les ennemis et sur les alliés. Si vous faites des dégâts à un ennemi, l'Aeri va rush l'ennemi. Peu importe la distance qui vous sépare de l'ennemi, ça met à peu près autant de temps à y aller. Bon, bien sûr, si l'ennemi est à la base parce qu'il vient de finir son bac au moment où votre spell le touche, bon, bah, ça va traverser toute la map et là, ça va mettre un peu plus de temps. Mais sur des distances plus classiques, on va dire, à ce moment-là, l'Aeri, il va proc très rapidement. Genre, c'est l'espace de 1 seconde, 2 secondes maxi, vraiment, si vous êtes assez éloigné avec des skill shots très longue distance. Et ça proc du coup des dégâts supplémentaires avec des ratios d'AP et d'AD. Encore une fois, ça va plus souvent être utilisé par les mages que par les AD. Mais je le dis quand même qu'il y a un ratio AD, on sait jamais. Mais ça proc aussi sur les alliés du coup. C'est là où c'est intéressant. Si vous avez shield un allié, l'ARI va aller sur l'allié pour augmenter l'effet de votre shield. Et si vous allez les heal ou les booster avec de la move speed ou ce genre de choses, ça va aussi aller sur eux et leur donner un shield en bonus en plus de ce que vous faites avec votre spell de base. Donc c'est très très fort. Et un autre truc très très fort qui fait que, en plus d'être fort sur Janna, Lulu et plein d'autres champions support, ça le rend aussi très fort sur Timo, qui est l'un des utilisateurs les plus cancer de l'Aeri. C'est que, enfin Timo ou n'importe quel champion à poison d'ailleurs, en vérité, ça, je vous laisserai tester, vous verrez, c'est rigolo. En fait, le fonctionnement du cooldown de l'Aeri est un peu spécial par rapport aux autres runes. C'est-à-dire que l'Aeri n'a pas de CD. En fait, son CD, c'est qu'une fois qu'elle a touché l'ennemi, elle va faire un petit tour ou deux de l'ennemi, et après elle va revenir en flottant vers vous, à une vitesse fixe. Donc plus vous êtes près de l'ennemi, plus vous allez pouvoir avoir l'AI qui va proc à nouveau.
plus vous êtes loin, à nouveau tôt, excusez-moi. Plus vous êtes loin, plus il va proc à nouveau tard, bien sûr. Parce qu'il faut le temps que ça revienne jusqu'à vous. Et là, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps que lorsque c'est envoyé vers l'ennemi. Mais lorsque vous jouez un Timo et que vous mettez du poison qui dure pendant 3, 4, 5 secondes sur l'ennemi, même si la rune met 2 secondes à venir sur vous, elle va repartir sur l'ennemi. Et du coup, ça peut faire très très mal dans des fights où vous allez avoir l'Eri qui va proc 3, 4, 5 fois pendant le fight. Et l'adversaire, il va se prendre la rune en boucle. Donc c'est vraiment du POC puissance 10 millions. Là, vraiment, c'est énorme là-dessus. Donc très intéressant sur les champions à poison pour POC. Même si il y a d'autres runes qui peuvent être parfois plus intéressantes. Et ça dépend encore une fois de ce que vous souhaitez faire avec votre champion dans la game. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la rune. Maintenant, on va passer sur le Resolve. Après avoir travaillé à comment POC et désosser ses adversaires, on va voir maintenant comment tanker le POC de vos adversaires. Et pour cela, il y a une rune qui fonctionne très très bien pour le tanking sur la durée. C'est Grasp of the Undying. Ou la poigne de l'immortel pour les Français. La poigne, c'est très simple en fait le fonctionnement. Et en même temps, c'est pas si simple que ça à utiliser en jeu. Quand vous prenez des dégâts ou que vous infligez des dégâts, vous prenez un spell ou voilà, quoi que ce soit, ou vous infligez quoi que ce soit à un adversaire, que ce soit un champion ou un sbire ou un mob de la jungle, ça fonctionne pareil. Après 4 secondes, vous allez avoir un stack de grasp qui va être disponible. Et ce stack, vous faites proc en mettant une auto-attaque sur un champion ennemi. Et cette auto-attaque va vous donner beaucoup de choses. Premièrement, ça va rajouter du coup un stack de grasp. Un stack de grasp qui vous donne des PV max supplémentaires. Deuxièmement, ça va vous heal de 2% de vos PV max, qui est énorme sur des champions tank. Et troisièmement, ça va vous permettre de mettre des dégâts supplémentaires qui sont égaux à 4% de vos PV max. Autrement dit, sur des champions 5 à PV comme Tamkench, Mundo, Nasus, Yorick, ce genre de champs qui arrivent, qui sont extrêmement strong en PV, vous allez faire un carton. Ça fonctionne très bien aussi sur des champs comme Malphite, qui ne sont pas des sacs à PV essentiellement, mais qui ont quand même une bonne barre de PV et des bonnes résistances, et qui leur permettent du coup de pouvoir tanker plus longtemps les fights, et en même temps de mettre des dégâts non négligeables. Voilà, donc vraiment c'est la rune tank par excellence. Ça fonctionne aussi sur les ranges, mais on va pas se mentir, il y a très peu de range tank, et c'est peu intéressant en réalité. C'est-à-dire que sur Gnar éventuellement ça peut être intéressant, et encore, mais ce sera tout. Donc l'intérêt vraiment c'est de pouvoir arriver, mettre des gros dégâts et stacker des PV pour être big en mid-late game. C'est une rune de scaling et c'est une rune de scaling, juste de tank. Voilà. Très peu intéressant du coup si votre but c'est d'exploser la game dès le early game, parce que vous n'aurez pas le temps de stacker les grasps, donc ça va pas rentabiliser la rune énormément. En revanche, si vous avez des CC et que vous voulez pouvoir engage comme un sac H24 sans avoir à craindre de vous faire tuer parce que vous êtes trop fragile, prenez Aftershock. Aftershock, c'est très simple. C'est l'outil de tous les champs ACC un peu tanky. Ou pas du tout, ça fonctionne aussi, mais on va préférer sur les champions un peu tanky. Ça fonctionne très bien sur Nautilus, fonctionne très bien sur Rakan, fonctionne très bien sur Pyke également. Le but de cette rune, c'est d'arriver, de mettre un CC sur l'adversaire. Et du coup, une fois que c'est fait, vous allez avoir un gain d'armure et de résistance magique qui est énorme. Donc c'est 35 de base, plus je crois que c'est 80%, ça, 80% de ce que vous avez gagné avec vos runes et votre stuff. Donc pas les résistances de base, hein. C'est les résistances que vous avez build au fil de la game. Donc vraiment très très fort sur les champions tank, pour ça que j'ai pas Nautilus et Drakan. Vous allez stacker naturellement des résistances au fil de la partie avec votre stuff. Et ça va venir rajouter 80% de vos résistances en plus. C'est énorme. 80%, c'est vraiment la rune qui donne le plus de résistance dans le jeu. Ça dure que 2 secondes et demie, mais c'est suffisant pour pouvoir réussir à prendre un trade quand même assez intéressant. Quand même assez long, 2 secondes et demie sur la faille. Et ensuite, une fois que c'est fini, en plus de ça, parce que bien sûr, être tanky, c'est pas assez, on veut aussi faire des dégâts. Une fois que vous perdez vos résistances, en fait, les résistances explosent et font des dégâts autour de vous en pourcentage de vos PV supplémentaires. Ce qui est excessivement cool quand on joue un gros sac à PV. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, notamment quand vous jouez des supports ou des roamers ACC. C'est pour ça que j'ai parlé de Nautilus ou Rakan, qui ont pas mal joué là-dessus.
Ça peut aussi se faire avec des champions à distance, mais c'est un peu moins intéressant. Parce que l'idéal, bien sûr, c'est d'être au milieu de la mêlée quand vous faites ça pour pouvoir tanker avec le boost de résistance et aussi pour pouvoir infliger les dégâts avec l'explosion de l'Aftershock. Après, attention à pas grid et prendre 3 coups de tourelle juste pour faire proc l'explosion de l'Aftershock. C'est pas non plus si intéressant que ça, on va dire. Mais maintenant, si vous êtes un support, que vous voulez protéger votre ADC tout en vous assurant d'avoir un peu de tankiness, eh ben j'ai la rune qu'il vous faut. Le Guardian. Guardian qui est excessivement fort du coup pour tous les supports qui vont vouloir rester proches de leur ADC ou même d'ailleurs des junglers qui vont vouloir rester proches de leur mate pour les couvrir. L'utilité du Guardian, c'est que vous allez vous lier entre guillemets avec un allié autour de vous. Alors c'est une question de distance, c'est pas une question de lien comme avec des items activables. Et une fois que vous ou cet allié prenez des dégâts, vous allez du coup gagner un shield, et votre allié également, ce qui permettra de pouvoir encaisser un peu plus les dégâts que vous allez devoir subir. Donc très fort pour des débuts de fight, très fort pour aussi escape un fight, profiter de ça, voilà. Vous pouvez forcer l'activation, enfin forcer entre guillemets l'activation, en mettant un spell sur votre allié d'ailleurs, puisque ça va faire que du coup vous allez rafraîchir, on va dire, le Guardian sur cet allié-là en question. Donc c'est assez fort. Et un des champions qui l'utilise très très bien, c'est Rakan. Et il va pouvoir l'utiliser à la fois pour engage et pour disengage avec ses dash in-out. Un autre champion fonctionne très bien avec Guardian, plus à haut niveau qu'à bas niveau, là pour le coup, c'est Lux. Parce que comme vous pouvez le voir en le lisant un peu attentivement, le shield proc avec un pourcentage d'AP qui n'est pas négligeable, 15%. C'est quand même assez intéressant. En plus du proc de ratio de PV. Ce qui fait que ça permet, du coup, avec une Lux Guardian, d'avoir au beauté avec le Z des shields qui font la taille de votre barre de vie en late game. Qui est complètement insane. Ça vous permet de rester, en plus, vu que vous restez constamment à côté de votre ADC ou en retrait avec votre ADC, le Guardian va proc assez souvent, vous ne serez jamais trop loin pour que ça puisse proc. C'est vraiment très très fort pour ça. D'où le fait que, ce que je disais tout à l'heure, des fois les runes elles sont pas utilisées que pour ce pourquoi c'est prévu à la base. Après, attention, le Guardian sur Lux, c'est vraiment à haut niveau, à bas niveau, ça sert pas à grand chose, votre but c'est juste de péter des bouches, vous en foutez du Guardian, prenez Comet, prenez Dark Harvest, c'est beaucoup plus intéressant. On arrive du coup maintenant à la dernière série de Keystone, c'est la série utilitaire. Donc ici, voilà. Il y a 3 Keystone qui sont vraiment, c'est les Keystone qui sortent le plus du lot, celle-là, puisque ça correspond à peu près rien de tout ce qu'on a vu jusque-là, et c'est des fonctionnements qui sont vraiment très spécifiques, surtout pour les deux qu'on verra après. On va commencer par le Glacial Augmente, qui est peut-être le plus proche de ce qu'on a vu jusque-là. Le Glacial Augmente, qu'est-ce que c'est le but de ce spell-là? C'est tout simplement de bloquer les adversaires. Ils ne doivent pas s'échapper. C'est une qui est très forte pour Chase, mais aussi, ça peut s'utiliser pour Escape, même si c'est moins intéressant. Le concept, vous mettez une auto-attaque, vous faites un slow sur l'ennemi. Aussi simple. Excusez-moi. Aussi simple que ça. Auto-attaque égale slow. Mais si en plus vous faites un slow avec un item actif, alors là vous boostez l'item, vous rajoutez un rayon derrière l'ennemi qui a été touché, qui va freeze le sol, du coup il y a vraiment un rayon de glace en fait, et dans cette zone là du coup ça va slow tous les ennemis qui sont dedans de, c'est combien? C'est 60%. Ce qui est très fort, en teamfight notamment. Ça permet de pouvoir arriver et toucher tout le monde d'un coup très facilement, slow tout le monde pour mettre des grosses AO derrière. Très fort notamment sur Veigar, qui peut placer sa cage beaucoup plus facilement du coup grâce à ça. Auto-attaque, l'item qui slow derrière pour qu'il y ait encore plus de gens qui soient slow dedans tranquillement. C'est gratuit, vous mettez un Z, R, Q, vous avez un triplé, tranquille. Aucun problème. Donc très intéressant pour ça. C'est très intéressant aussi pour Harry par exemple, qui va pouvoir plus facilement mettre ses CC. Pour Senna aussi, ça peut être intéressant, puisqu'elle va pouvoir après mettre son Z plus facilement et enchaîner derrière avec le reste. Vraiment très intéressant pour ça, et notamment pour quand vous voulez chercher à toucher des gens en AOE pour réussir à mettre un max de dégâts sur un max de cible. Tout ce qu'il y a à dire là-dessus, du coup, maintenant on va passer aux deux autres qui sont vraiment très particulières. On va commencer par l'Unsealed Spellbook. Alors, c'est, à mes yeux, la rune qui est la plus difficile à maîtriser et à jouer. Parce qu'elle a un fonctionnement qui est déjà pas très instinctif et qu'il faut calculer son coût vachement à l'avance
pour être sûr de ne pas se retrouver coincé le moment venu. J'explique pourquoi. C'est du coup une rune qui permet de changer ses summoner spells. On dit comme ça paraît trop fort. On se dit, waouh, trop bien, je vais pouvoir jouer avec Ignite, Fatigue, TP, Flash, Phantom, tout ça en même temps. Waouh, c'est trop fort. Non. Parce que le changement a déjà un cooldown. Et là, ça paraît plutôt logique. Et quand même assez fort. Hein. C'est 4 ou 5 minutes, je crois, de cooldown entre chaque changement. C'est 4 minutes, c'est ça. C'est 4 minutes avant de pouvoir changer de spell. Ils vous en changez qu'un seul à la fois, bien sûr. Mais, autre complication qui fait que c'est très très dur du coup de jouer correctement avec, c'est que on ne peut faire un changement de summoner spell que avec certains summoner spells. Autrement dit, si je swap par exemple mon flash avec une TP parce que j'ai besoin de revenir vite sur ma lane, il faut que je fasse 3 swaps supplémentaires avant de pouvoir reprendre le flash à la place d'un de mes summoners. Sachant que je vous rappelle, un swap c'est toutes les 4 minutes, ça veut dire qu'il faut que j'attende 12 minutes avant de récupérer mon flash. C'est quand même beaucoup plus long que le cooldown de base du flash. Donc il faut vraiment bien calculer quel spell on va prendre quand, comment, est-ce que je fais mon swap maintenant ou est-ce que j'attends un peu parce que mon spell va encore m'être utile. Après, par contre, bonne nouvelle, quand vous faites le swap, si jamais vous aviez un cooldown qui était encore en cours quand vous l'avez enlevé, le cooldown a disparu. Il reprend sans cooldown, le Summoners. Vous ne tapez pas le cooldown à attendre en plus d'avoir fait le changement. Encore heureux, sinon ça aurait été vraiment nul. Mais du coup, très dur vraiment à jouer pour ça. Et pourtant, ça a quand même son utilité sur pas mal de champions un peu late en général, qui du coup vont pouvoir profiter de cet avantage de changement de summoners pour mieux tenir le early game, voire carrément même pour gagner le early game grâce à ça, en jonglant du coup dessus. Je pense notamment à Orianna en mid lane, qui se joue pas mal avec ça pour pouvoir profiter de la TP, pour partir, revenir, jouer avec un heal en early, pour pouvoir mieux tenir sa lane, le temps d'avoir assez de thunes pour back, s'acheter un Lost Chapter, puis après revenir sur la lane avec une TP, ou alors revenir à pied, puis prendre une embrasse pour pouvoir faire un gros burst derrière de dégâts. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dessus. C'est aussi assez bien avec Nasus pour à peu près les mêmes raisons. Donc vraiment très intéressant pour ça. C'est une rune tampon pour l'early game, et qui peut toujours être utile pour le late game aussi. Ça permet notamment pour un champion qui n'est pas censé split de base, mais qui se trouve dans une situation où il doit split, de pouvoir changer ses sums pour aller split, et comme ça on se met bien. Par contre, ça donne aucun boost de stats, aucun boost de dégâts. Donc attention, il faut avoir un champion qui puisse assurer les dégâts derrière sans rune. D'où le fait de le jouer sur Orianna et Nasus. Et on arrive du coup à la dernière qui est... C'est un peu particulier. J'aime beaucoup cette rune et en même temps je la trouve un peu dommageable. Omnistone, c'est très intéressant parce que c'est une rune qui vous permet de jouer toutes les runes. Enfin toutes les runes, toutes les Keystone. Toutes les, je sais plus combien de secondes, c'est 5 secondes, ouais, c'est ça. Toutes les 5 secondes, vous allez avoir une nouvelle Keystone qui va apparaître pour remplacer la précédente. Bien sûr, c'est une fois que vous avez activé la Keystone. C'est-à-dire que par exemple, je commence, j'électrocute. Je fais proc l'électrocute, et 5 secondes plus tard, j'ai une autre Keystone aléatoire, ce ne sera pas électrocute du coup, qui va arriver. Je sais pas, ça peut être Grasp par exemple. Et chose encore plus forte, c'est que si j'ai Grasp ou Dark Harvest, qui sont des runes à stack, je le rappelle, eh ben ça va garder les stacks en mémoire, et même si j'ai pas la Keystone qui est active à ce moment-là, les effets bonus de cette Keystone, donc les PV max par exemple sur Grasp, ou les dégâts sur la Dark Harvest, vont continuer à faire effet. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Très intéressant aussi si vous voulez tester un champion avec un peu toutes les Keystones pour voir qu'est-ce qui fonctionne avec ou pas. Donc, un nouveau champion, vous savez pas trop ce qu'il fait, pas trop comment il fonctionne. Omnistone, c'est une très bonne game de test pour tester du coup justement le champion. Mais là où c'est vraiment intéressant de jouer Omnistone sur des games sérieuses, on va dire, c'est si vous avez un champion qui est plutôt omnipotent, on va dire. Par exemple, Riven, ça fonctionne très bien avec Riven. Il va du coup pouvoir jouer avec à peu près n'importe quel Keystone, en faire quelque chose de correct, et du coup en profiter pour abuse l'adversaire avec des Keystones qui vont revenir plus souvent que les siennes. Parce qu'il n'y a aucune Keystone qui a aussi peu de CD que l'Omnistone. C'est ça qui est très intéressant surtout. C'est le CD. Vous allez pouvoir abuser des trades en faisant des trades sur des moments creux des Keystones de l'adversaire, là où vous avez votre Keystone. C'est-à-dire que la seule qui peut concurrencer éventuellement, c'est Grasp. Effectivement, c'est toutes les 4 secondes en combat, vous avez un stack de Grasp à récupérer. Sinon, les autres Keystones font difficilement la comparaison au niveau du CD. Par contre, petit défaut, ça dépend énormément du match-up que vous allez avoir. Si vous avez un match-up qui est extrêmement strong contre vous, le Miston va vous mettre au fond plutôt que de vous aider. Donc c'est sur des match-up even où vous avez l'avantage, ça va être intéressant pour vraiment abuser l'adversaire et du coup profiter éventuellement effrontément du match-up. Autre inconvénient, si vous n'avez pas beaucoup de chance,
ça va être moyen efficace puisque ça repose quand même sur du random. Certes, c'est du random qui est optimisé pour qu'on ne se retrouve pas biaisé à avoir par exemple Electrocute en étant niveau 1 alors que c'est très compliqué à faire proc, ce genre de choses. Mais ça dépend quand même beaucoup de ce que le random nous sort. Et du coup, on est aussi dépendant de ce qu'on a comme keystone pour pouvoir agir. Il peut nous faire rater des timings. Par exemple, mettons l'adversaire mispose sur la lane. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? L'engage. Sauf que pas de bol, on a la rune guardian alors qu'on est solo sur la lane. Bon, bah, je peux pas l'engage. C'est pas un timing où ça va être intéressant. Après, je dis ça, mais bien sûr, si vous êtes tout seul sur la lane, vous aurez jamais la rune guardian qui va proc. C'est impossible. Parce que l'algorithme d'aléatoire est prévu pour ça. Mais voilà, ça peut faire rater des fenêtres des fois. Donc attention à utiliser avec vraiment beaucoup de précautions et en ayant une bonne connaissance de son champion et de toutes les runes. Voilà. C'était tout ce qu'il y avait à dire pour les Keystones. On va donc pouvoir commencer à s'attaquer aux runes secondaires. Plutôt à la page de runes en elle-même. Maintenant qu'on a fait le tour des Keystones, on sait ce qu'on veut, on peut donc s'occuper de ce qu'il y a après. Comme vous allez pouvoir le remarquer, là, la proposition que j'ai ici et la proposition que je vais avoir là, c'est exactement la même. Regardez vraiment là, les icônes que j'ai ici. Si maintenant je me place ici, c'est exactement les mêmes que j'ai là. Donc peu importe qu'on soit dans la page principale ou secondaire, on aura les mêmes propositions. Ce qui va changer, c'est le nombre de trucs qu'on va pouvoir prendre. C'est-à-dire que là, je peux en prendre une par ligne, là où en secondaire, comme vous voyez, je peux en prendre que deux. Il y a une ligne que je ne peux pas sélectionner. C'est la petite complication que de le prendre en secondaire, on a un peu moins la possibilité de profiter de tous les avantages de la branche qui nous est offerte. Maintenant, je vais faire un rapide tour de toutes les runes secondaires qui existent. Si ça vous intéresse pas, que vous avez juste envie de pouvoir voir sur certaines parties, n'hésitez pas à aller voir du coup dans les chapitres pour vous décaler sur la partie en question. Sinon, si vous pensez que les keystones ça vous suffit, le reste vous avez déjà compris, vous pouvez vous arrêter là. Ou alors aller directement à la fin de la vidéo pour voir la conclusion. Si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Je ferai peut-être une ou deux petites annonces à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on va commencer par partie précision du coup. Donc, comme vous voyez, il y a un système de lignes où il y a 3 runes à chaque fois sur chaque ligne entre lesquelles on peut choisir. Alors parfois 4, comme vous pouvez le voir ici. Le plus souvent, ça va être 3. Le choix se fait sur certains critères très particuliers. Par exemple, ici, on a donc Overheal, ou Triomphe, ou Presence of Mind, qui sont 3 runes de régène, on va dire, entre guillemets. Les deux premières donnent de la régène de PV, la troisième donne de la régène de mana énergie. Donc la dernière, Presence of Mind, est vraiment là pour des champions qui sont très manavores, mais qui vont aussi pouvoir faire beaucoup de dégâts aux adversaires et du coup récupérer du coup le mana à force de faire le POC, tout ça. Surtout intéressant pour ça. Ensuite, il y a le Triomphe. Lui est très intéressant pour des champions qui vont vouloir stacker les kills. Puisqu'à chaque fois que vous allez faire un kill ou une assist, vous allez récupérer 12% de vos PV manquants. Donc très intéressant. Et en plus, vous gagnez de la thune supplémentaire. Donc vraiment, quand vous jouez pour du kill, Triomphe, c'est votre meilleur ami. C'est pour ça que la plupart des ADC jouent avec Triomphe d'ailleurs. Et le Overheal, du coup, c'est plus pour des champions qui vont se baser sur du healing, sustain et tout. Ça va augmenter du coup tous les heals et les shields que vous allez recevoir. Tous les heals seulement. Voilà. Tous les heals que vous allez recevoir vont être... j'ai de la merde. Donc Overheal, c'est fait pour ceux qui vont beaucoup abuser du heal, de l'auto-heal, du coup vol de vie ou heal, tout ça. Puisque une fois que vous êtes max life, votre heal que vous continuez à proc en fait va se rajouter en shield en plus de vos PV et rester pendant un certain temps. En fait, concrètement, c'est une IE dans les runes. Pas une IE, une BT, excusez-moi. La soif de sang pour les Français. Voilà. Donc là, l'intérêt de prendre telle ou telle rune, ça dépend vraiment de comment vous allez jouer. Encore une fois, posez-vous la question avant de choisir vos runes. Comment je vais jouer avec mon perso? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais pouvoir faire des fights sur la durée avec un shield en plus parce que je me heal comme un sac? Est-ce que je veux enchaîner les kills et du coup pouvoir snowball la game très facilement? Ou est-ce que je veux pouvoir poke les adversaires et ne pas être à court de mana? Ça va être du coup le choix que vous allez devoir faire au niveau de ces trois là. Ici du coup on arrive sur les runes à stack. Dans cette branche là du coup il y a les runes à stack ici. C'est 3 runes qui vont se stacker à peu près de la même façon. En obtenant des stacks de légende du coup. Donc c'est sur les kills ou assists. Sur les minions. Les monstres de la jungle. Et les objectifs neutres. Voilà, tout ça c'est ce qui va du coup faire monter vos stacks de légende. Et vous faire gagner du coup des statistiques qui correspondent à chacune de ces trois là. Alacrité c'est de l'attaque speed. Ténacité, c'est des
ténacité, et Bloodline, c'est du vol de vie. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, du coup ça va dépendre de ce que vous voulez prioriser. Est-ce que vous voulez pouvoir taper plus vite avec votre hache, ou alors est-ce que vous voulez pouvoir avoir un peu de vol de vie avec votre Vayne, ou alors est-ce que vous voulez pouvoir réussir à ne pas vous faire kite comme un bâtard parce qu'il y a trop de slow en face avec votre Nasus. C'est à vous de choisir. Vous voyez, vous sélectionnez en conséquence et vous faites. Suite à ça, du coup, il y a le dernier qui, lui, du coup, la rangée, moi que j'appelle la rangée des PV. En gros, vous allez avoir des effets qui vont proc par rapport à vos PV actuels, vos PV max ou les PV des adversaires. Le premier proc par rapport au PV de la cible. Si la cible est low en PV, vous allez lui faire des dégâts supplémentaires. Autrement dit, c'est très intéressant pour achever les ennemis. Ensuite, il y a le cut down, qui est certainement le moins utilisé des trois, puisque c'est plus l'adversaire a de PV max supplémentaires par rapport à vos PV max à vous, plus vous allez faire de dégâts supplémentaires. Autrement dit, c'est viable sur des Yumi, des choses comme ça, mais sinon, dès que vous jouez un champ qui a un minimum de PV, et que vous jouez un vrai champ, quoi, ça sert plus à grand chose. Et enfin, il y a le last stand, qui lui, du coup, est l'inverse du coup de grâce. En gros, ça vous permet de faire plus mal quand vous êtes dans le mal. C'est un peu un effet berserk. Moins vous avez de PV, plus vous tapez fort. Très fort sur des champions comme Tryndamere par exemple, qui se basent beaucoup sur ça justement, le low PV avant de go in. Voilà, donc ça c'est un choix du coup à faire encore une fois suivant ce que vous voulez faire comme playstyle. Au niveau de la domination du coup, première rangée, c'est une rangée qui... Il n'y a pas vraiment de thématique en fait. Donc vous avez le choix entre le chip shot qui permet si vous avez mis un CC sur l'adversaire. Alors le silence ne proc pas. Qu'est-ce qui proc pas? Le suppresse ça proc. Le root ça proc. Le slow ça proc. Le bump ça proc. Et il n'y a que le silence qui proc pas. Et le blind. Le blind ne proc pas non plus. Silence et blind ne font pas proc du coup le chip shot. Et tous les autres CC font proc le chip shot du coup. Ah le charme. Oui le charme aussi. Le charme aussi. Donc si vous faites proc un CC sur un adversaire, vous allez rajouter des dégâts bruts supplémentaires sur la cible en question. Ensuite, il y a le Taste of Blood qui lui permet du coup juste de récupérer du heal quand vous mettez des dégâts. Voilà, c'est du Omnivamp concrètement. Voilà. Et le dernier, c'est le Sudden Impact qui permet après un dash, un flash, une invisibilité ou n'importe quel truc comme ça qui permet de vous déplacer rapidement ou en sneaky vers un adversaire, ou loin d'un adversaire. Vous obtenez de la létalité et de la pénétration magique bonus, qui va vous permettre du coup de faire un burst supplémentaire en sortie de ce truc là. Très fort sur des champions qui vont jouer sur leur invisibilité, comme Shaco par exemple, comme Twitch. Ça peut être drôle aussi sur Teemo éventuellement si vous le jouez un peu sur l'invisibilité. Attention, pas à en abuser, ça peut très vite se retourner contre vous. C'est fort aussi sur des champions à dash, comme Akali par exemple, qui passe sa vie à dash et donc, du coup qui fait proc le Sudden Impact à peu près tout le temps en fait. Très très fort. Du coup là, le choix se fait suivant le perso que vous allez jouer. Je peux pas trop vous donner de critères particuliers là pour le coup. C'est à vous de vous dire, est-ce que mon champion a des CC? Oui. Ok. Est-ce qu'il a des dash aussi? Oui. Alors, est-ce que j'ai plus souvent mettre des CC ou des dash? Voilà. Est-ce qu'en face il y a des tanks? Oui. Ah, c'est peut-être mieux que je prenne le Sudden Impact pour proc du coup la réduction d'armure et de res mage. Ou alors, ah mais non, en fait, je préfère prendre le chip shot, comme ça je fais des dégâts bruts. J'ignore totalement le fait qu'en face ce soit un Horn, et Horn il a trop de résistance de base. Donc même avec la PN ça suffira pas. Ou alors, bon, j'ai ni dash ni CC, et du coup j'ai peut-être plutôt prendre l'Omnivamp pour pouvoir tenir un peu mieux mes fights. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir en fonction de votre champion et du contexte de la game. Je peux pas vous en dire plus là-dessus. Ensuite, on a ici ce que j'appelle moi la warding lane. Autrement dit, c'est trois trucs par rapport au ward à part celui-ci. C'est un peu l'intrus dans la zone. Le premier, c'est la zombie ward. Si vous tuez une ward, vous allez faire pop une nouvelle ward zombie à la place avec un PV qui est visible, mais qui dure jusqu'à ce que quelqu'un la tombe. Très intéressant du coup pour annuler la vision adverse et reprendre de la vision en même temps, sans avoir à dépenser toutes vos wards dans chaque bush que vous croisez. Donc très intéressant pour des champions qui vont chercher à clear la vision adverse justement. Notamment les junglers ou les supports qui sont vraiment les champions principaux qui vont s'occuper de ça. En plus de ça, parce que bien sûr c'est pas assez de gagner sur la vision, même si c'est déjà très fort, pour chaque ward que vous allez tuer avec Zombie Ward, vous allez gagner des stacks de dégâts supplémentaires. Et une fois que vous êtes arrivé au maximum de stacks que vous pouvez avoir, c'est 10 je crois. Ouais c'est ça. Vous allez gagner des dégâts encore en plus. Bon vous stackerez pas de dégâts supplémentaires derrière, mais voilà, vous aurez déjà stacké pas mal de dégâts et c'est très intéressant. Au niveau du post-poro, donc là, pareil, même système de stack avec les wards et tout au fur et à mesure que vous le faites.
Sauf que là, cette fois-ci, c'est pas détruire des wards ennemis, c'est quand vos wards à vous meurent au fil du temps. Donc, ça fonctionne pour les trinkets, mais ça fonctionne pas du tout pour les pinks. Attention. Du coup, donc, une fois que votre ward meurt, au lieu de vraiment juste disparaître, elle laisse un poro fantôme là où elle était, donne du coup la vision comme si c'était une ward, mais qui dispone dès que le poro fantôme est vu par un ennemi. Très intéressant pour des champions qui vont poser une ward et pas trop la bouger au fil de la game. Je pense notamment en mid lane où il y a des spots de ward qui bougent pas trop. Parce que ça vous permet du coup d'avoir une ward aussi longtemps que vous voulez sur cette zone là. Gardez votre trinket pour quand le Ghost Poro dispawn justement. Et le Ghost Poro, quand il va dispawn, vous allez le voir sur la minimap que va y avoir une zone qui va s'assombrir. Donc même si ça vous donne plus la vision sur l'ennemi qui est passé à côté, vous savez qu'il y a un ennemi qui est passé et donc vous allez pouvoir vous mettre en retrait, vous mettre en sécurité. Très intéressant pour ça. Et la dernière, du coup, fait les stacks aussi, comme les deux autres, sauf que c'est pas sur les wards cette fois-ci, c'est sur les kills et assists. C'est le but, c'est juste pour faire encore plus de kills et d'assists. Donc intéressant si vous jouez un assassin, mais sinon pas spécialement intéressant vu que ça joue pas plus sur la vision que. Enfin, ça joue pas du tout sur la vision, même d'ailleurs, que les autres. On gagne même pas tellement plus de stacks, de dégâts avec les stacks du Able Collection qu'avec les autres. C'est exactement les mêmes gains. Donc voilà, ça donne juste des dégâts en plus. Donc c'est moins bien que les deux autres. De manière générale, je recommande de prendre les deux autres plutôt que le Able Collect. C'est quand même moins intéressant, quoi. Beaucoup moins intéressant. D'autant que les wards, vous les posez, vous les détruisez naturellement, là où les kills, c'est pas sûr que vous les fassiez. Et le dernier, du coup, c'est encore un truc à stack, comme les légendes qu'on avait là. Mais cette fois-ci, du coup, c'est les Hunters. Il y a le Ravenous, du coup, lui, il permet de gagner de l'Omnivamp. Et plus vous allez faire de kills sur les ennemis, alors, les Hunters, c'est les kills uniques. C'est-à-dire qu'il y a 5 champions adverses, donc vous avez au maximum 5 stacks de Hunter. Puisque c'est à chaque fois que vous tuez un nouveau champion que vous n'avez jamais tué encore, vous gagnez un stack supplémentaire. Enfin, jamais tué dans la game, bien sûr. Donc vous avez le Ravenous qui donne de l'Omnivamp, l'Ingenious Hunter qui donne de la CDR sur les items, que sur les items, attention, vraiment très intéressant là-dessus. Enfin, très important de bien faire ça, attention à ça. Relentless Hunter qui donne de la Mobi hors combat, et l'Ultimate Hunter qui, comme son nom l'indique, donne une réduction de cooldown sur l'Ultimate et seulement sur l'Ultimate. Intéressant pour toutes ces choses-là. Attention du coup quand même à pas se faire avoir là-dessus. Pas prendre l'Ultimate Hunter en pensant que ça a proc sur les autres spells aussi. Et on enchaîne avec la partie sorcerie. Là, on arrive dans des zones où il n'y a plus trop de thématiques au niveau des rangées. Donc, je vais faire au fur et à mesure et essayer de comparer un peu les choses. Non, en fait, il n'y a même pas de comparaison possible à faire. C'est juste. Ça va dépendre du contexte de vos games et je vais vous expliquer chaque rune, quel intérêt elle a du coup. Du coup, Nullifying Orb, c'est un truc qui vous permet d'absorber des dégâts magiques quand vous descendez en dessous de 30% avec un shield magique justement. C'est un peu l'équivalent de Malmortius en termes d'items. Donc intéressant, surtout s'il y a des AP en face, ils sont full AD, vous oubliez. Le ruban de mana, très 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 intéressant sur tous les champions qui sont extrêmement manavores et qui vont pas forcément jouer trop sur le very early, mais plus sur du mid late, puisque ça se stack du coup sur le very early justement. Et ça permet d'avoir du coup moins de problèmes de mana par la suite de la game. Le principe, c'est quand vous touchez un spell, vous gagnez 25 de mana maximum supplémentaire. Et quand vous arrivez à 10 stacks, du coup, c'est 10 stacks. Quand vous arrivez à 10 stacks, vous gagnez 1% de régène de mana par seconde. Non, par 5 secondes, excusez-moi. Donc c'est assez intéressant pour réduire les dépendances au mana. Surtout dans la méta actuelle où les items mana sont assez peu nombreux. Ensuite, il y a le Nimbus Clock. Lui, c'est quand vous mettez un summoner, vous gagnez de la move speed supplémentaire. Voilà. Aussi simple que ça, il n'y a rien de plus à dire. En fait, là, c'est plus dans le sens vertical qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que Nimbus Clock, c'est combat très bien avec célérité et waterwalking, par exemple. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut raisonner plus. Ensuite, ici, on a la transcendance qui fait gagner de la CDR. Enfin, maintenant, c'est plus de la CDR, c'est de l'Ability Haste. On gagne par niveau dans la partie. Donc niveau 5, on gagne 5 de CDR. Niveau 8, on en gagne 5 de plus, donc on est à 10 en total. Et quand on atteint le niveau 11, on gagne 20% de CDR à chaque takedown qu'on fait. La célérité, du coup, ça donne 7% d'efficacité supplémentaire à tous les boosts de mobilité. Et de base, on a 1% de move speed en plus. Donc c'est plutôt intéressant ce champion qui joue vachement sur la mobi. Et Karim par exemple. Et un petit Karim Phase Rush, Nimbus Clock, Célérité, Waterwalking avec un petit fantôme derrière. Voilà, on s'amuse.
Avec le Blue Smite, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Absolute Focus, c'est quand vous avez plus de 70% de vos PV, vous avez un boost de dégâts sur vos spells. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ah non, non, c'est même pas sur vos stats, pas sur les spells, sur les stats. Vous gagnez un boost de stats en AD et en AP. Simple que ça. Scorch, c'est lorsque vous faites des dégâts avec un spell à un ennemi, vous le mettez en feu. Donc ça fait des petits dégâts supplémentaires. C'est un raid buff un peu moins fort, on va dire. Le Water Walking, du coup, quand vous êtes dans la river, vous avez un boost de move speed et de dégâts. Et c'est tout. C'est que dans la river. Ensuite, il y a le Gathering Storm. Alors là, c'est très très intéressant pour les champions qui vont chercher le scaling tout au long de la partie. Puisque toutes les 10 minutes, vous allez gagner de l'AP ou de l'AD, en fonction de comment vous jouez votre champion. Et ça monte à l'infini. Oh, plus la game dure longtemps, plus vous mettez des patates de forain. Très très intéressant pour les champs qui vont justement chercher à aller dans la durée de la game. Puisque ça commence à être vraiment rentable à partir de 40 minutes. Donc si vous prévoyez de faire surrend les mecs au bout de 20 minutes, ne pas prendre Gathering Storm, c'est pas très rentable. Pour la branche Resolve du coup. Ici on a Demolish, ça permet de détruire les tourelles. En gros, vous allez mettre un pourcentage de vos PV max en dégâts sur les tourelles. Alors ça a 45 secondes de cooldown quand même, faut pas abuser non plus. Mais bah, ça fait très mal. C'est très très mal aux tourelles, donc c'est assez fort. C'est ça notamment qui fait l'animation des petits rubis là autour de la tour. Font of Life, ça permet quand vous mettez un CC sur un ennemi, donc encore une fois il n'y a que le silence qui proc pas là-dessus. Quand vous mettez un CC sur un ennemi, les alliés qui attaquent cet ennemi en question régénèrent des pourcentages de leur PV max. Voilà, donc non de vos PV max, excusez-moi. Voilà. Très intéressant aussi. Plus pour les supports d'ailleurs ça que pour les tops ou les junglers. Encore que sur certains junglers ça peut le faire. Zac par exemple. Le shield bash du coup. Bon là si vous n'avez pas de shield ça vous sert à rien de base. En gros quand vous mettez un shield vous gagnez de l'armor et de l'ARM. En plus ça booste votre prochain auto-attaque. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire. Pas très fort en soi. En vrai des trois celui qui est le plus joué c'est Demolish. Font of Life est un peu intéressant des fois et vraiment le shield bash c'est intéressant que sur les champions qui spam les shields. Bah, Shen par exemple qui est vraiment peut-être le meilleur porteur de shield bash du jeu. Rakan est pas mal aussi en vrai. Conditioning, ça vous fait gagner de l'armor et de l'ARM passer 12 minutes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, rien de plus. C'est juste pour encore plus de résistance. Toujours plus. Second Wind, alors ça, c'est pour récupérer des PV manquants après avoir pris des dégâts. Donc en gros, quand vous engagez un fight, vous repartez, vous récupérez un petit peu d'épée que vous avez perdu. Ça permet de rendre les trades un peu plus intéressants sur la durée. Là où le bone plating, lui, va permettre sur des ennemis qui vont faire des trades avec seulement 3 spells ou attaques, donc des trades assez lourds, assez short je veux dire, pas trop lourds justement, de réduire leurs dégâts, de 30 à 60 dégâts de moins. Overgrowth, ça permet de pouvoir stacker des PV quand il y a des minions qui meurent autour de vous. Ça dure à l'infini, donc c'est très fort, ça combat très bien avec le Grasp, et encore plus avec le Demolish. Genre Grasp, Demolish, Overgrowth, c'est le combo gagnant pour défoncer les tourelles. Ensuite, on a le Revitalize qui est très intéressant si vous avez du coup du vol de vie ou du shield ou du heal. Parce que tous ces trucs-là, en fait, vont être boostés de 5%. Et si vous le faites quand vous avez 40% de PV ou moins, bah, c'est encore plus fort, c'est 10% au lieu de 5%. Très utile sur des supports notamment, mais ça peut aussi être joué sur Aatrox par exemple en branche secondaire. Ça fonctionne très bien. Unflinching, ça vous donne de la ténacité et de la slow résistance qui sont doublés quand vous êtes en dessous de 30% de vos PV, je crois. Ouais, c'est ça. En dessous, à 30% des PV, vous êtes à 20%. Donc c'est assez intéressant aussi. Et enfin, du coup, la dernière branche qu'on n'avait pas faite, la branche utilitaire, il y a le X-Flash qui permet, quand vous avez construit votre flash, d'avoir un flash de secours qui juste demande un temps de canalisation avant d'être lancé. Donc c'est intéressant surtout si vous allez et tout pour passer à travers les murs, pour vous mettre en sneak dans des endroits où les gens ne vous attendent pas, passer à travers les trous de vision sans avoir à croiser les zones où les mecs mettent des wards. Donc vraiment ça peut être assez intéressant de le prendre, surtout pour les supports ou les junglers en général. Ça se fait des fois sur quelques mid mais c'est plus rare. Magical Footwear, bah c'est très simple, au bout de 12 minutes, vous gagnez des chaussures gratuites qui sont boostées en plus. Et vous pouvez les gagner plus tôt si vous faites des kills ou assists, parce que pour chaque kill ou assist, vous réduisez le temps de 45 secondes. Donc, si vous faites un kill ou assist avant 12 minutes, en fait, vous aurez les chaussures à 11 minutes 15. Perfect Timing, c'est une stopwatch, tout simplement. Voilà. Rien de plus à dire, que vous avez gratuitement. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser avant 14 minutes. Encore une fois, c'est réduit de 120 secondes, donc 2 minutes. À chaque fois que vous faites un kill ou une assist,
avant les 14 minutes bien sûr. Donc ça sert à rien. C'est-à-dire que si vous avez fait un kill ou assist à 14 minutes, avant les 14 minutes, en réalité vous l'avez à 12 minutes, la stopwatch. Futures Market, ça c'est très intéressant pour les supports notamment qui ont des stuffs assez chers à acheter, ou alors pour des champions qui vont jouer sur le early game et qui vont vouloir du coup pouvoir avoir leur power spike très tôt, plus tôt que les autres, et du coup pouvoir vraiment snowball la game encore plus vite. En gros, le principe c'est on a un montant de dette qui est disponible, qui permet d'acheter du stuff du coup à dette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Million dématérialiseur, lui c'est très intéressant surtout pour le late game. C'est-à-dire que ça vous permet en early game d'absorber 3 millions. Voilà. Vous ciblez le million, vous l'absorbez, il est mort, point, vous avez la thune et l'expérience. Ça, c'est pas un problème. Mais surtout, vous allez gagner des pourcentages de dégâts supplémentaires pour chaque million d'un certain type que vous allez absorber. Donc si vous absorbez 3 millions mêlés, par exemple, vous allez faire, c'est combien? C'est 9, non c'est plus, c'est 12% du coup. 12% de dégâts supplémentaires sur les millions mêlés. Très intéressant du coup pour quand vous avez du mal à avoir du dépush en late game et que votre team a du mal aussi, ça vous offre du coup un dépush supplémentaire pour le late game. Donc ça peut être sympa. Voilà, généralement ce qui se fait c'est qu'on va prendre un stack sur un sbire canon et deux stacks sur un sbire mêlé. Puisque les sbires mages, il n'y a pas besoin, leur PV, leur PV et leur résistance ne scale que de façon limitée. Là où les mêlés et les canons, eux par contre, ont un scaling infini au niveau de leur PV et de leur résistance. C'est ce qui fait notamment que la game se finira forcément un jour. Parce que les minions vont finir par un moment donné être trop tanky pour les tourelles et arriver tout défoncer. Ensuite, il y a du coup le biscuit de delivery qui combat avec ce qu'on va voir juste en dessous après. Très bien. En gros, vous gagnez un biscuit toutes les 2 minutes jusqu'à 6 minutes. Donc vous avez 3 biscuits en tout. Et ça restaure des PV et du mana en fonction de vos PV et votre mana manquant. C'est 10% de ce qui vous manque. Donc c'est préférable de l'utiliser quand vous êtes low HP plutôt que de l'utiliser quand vous êtes très proche du maximum pour vous remettre à max. Attention à ça. Et du coup, ça combat très bien avec le Time Warp Tonic qui permet de consommer pour avoir la récupération instantanée. J'ai vu si celui-là il est instantané ou pas d'ailleurs. Oui, il est instantané lui. Oui, il est instantané. Donc en fait, ça ne combat plus parce qu'ils l'ont changé. Avant, c'était pas instantané. Maintenant, du coup, ça l'est. Donc ça combat par contre bien avec les potions. Les champions qui utilisent beaucoup les potions et tout. Parce qu'au lieu d'avoir la régénération de PV sur la durée, vous avez 50% instant et les 50% restants sur la suite. Et en plus, vous gagnez du coup 5% de mouvement speed pendant que vous êtes sous les effets des 50% restants. En parlant de mobilité, l'approach velocity qui permet de gagner de la mobilité supplémentaire vers les champions ennemis que vous avez cessés. Et c'est tout. Alors, si un ennemi, un allié a cessé un ennemi, ça fonctionne aussi, mais vous gagnez moins de mobi. Voilà, c'est juste pour se rapprocher des ennemis que vous avez cessés. Et le Cosmic Insight, du coup, qui permet d'avoir de la réduction de cooldown sur les items et les summoners, mais pas sur les spells. Attention à ça, il faut faire attention. On a fait le tour, du coup, maintenant de tout ce qui était runes, et on va s'occuper des derniers items qui sont là, du coup. Donc, ces items, on a la partie offensive ici. Ici, c'est la partie au choix, et là, c'est la partie défensive. Donc, du coup, ici, la partie offensive, ça c'est flex ici. Partie offensive, donc c'est soit des dégâts, soit d'attaque speed, soit de la réduction de délai, au choix. C'est l'un des trois. Ensuite, en dessous, vous avez soit des dégâts, soit de l'armor, soit de l'ARM, et en dessous, soit des PV, soit de l'armor, soit de l'ARM. Comment vous allez choisir? Pour le premier, c'est ça, vous allez choisir en fonction de votre perso. Si votre perso a besoin d'attaque speed, vous allez prendre de l'attaque speed. Si votre perso a besoin de CDR, vous allez prendre des CDR. Si c'est aucun des deux, vous allez prendre des dégâts. Ou si votre perso préfère avoir des dégâts, même s'il a besoin des deux autres, vous allez prendre des dégâts. Ensuite, sur la deuxième ligne, ça va être une question, est-ce que votre perso c'est un perso à burst, enfin à dégâts de manière générale, ou un perso tank? Si c'est un perso à dégâts, vous ne cherchez pas, vous prenez le premier. Point. Si c'est un perso tank, ben vous regardez en face, est-ce qu'il y a plus d'AD ou d'AP? Et si c'est kiff kiff, vous prenez Armor ici et Res Mage ici. Voilà. Et le dernier, du coup, bah, c'est au choix. Soit vous êtes un perso, du coup, qui a besoin d'Armor parce qu'en face de vous, ça va être des champs à dégâts physiques qui vont vous taper dessus surtout, donc vous prenez de l'Armor. Soit ça va être plus des dégâts magiques que vous allez prendre, que vous prenez la RM. Soit vous avez besoin de PV ou vous pouvez pas choisir entre l'un ou l'autre des deux, entre Armor et Res Mage parce que c'est équilibré en face. Et du coup, vous prenez les PV. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Du coup, on a fait le tour des runes. On a pu voir tous ensemble un peu tout ce qu'il y avait à voir sur la page de runes, comment faire sa page de runes, tout ça. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des choses que vous voulez dire aussi, que j'ai pu avoir oublié ou quoi pour compléter la vidéo, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Ça peut être utile aussi pour tout le monde. Sachant que cette vidéo, elle risque d'être
du coup obsolète d'ici quelques temps, quand tu auras des changements sur les runes, des gros changements qui pourront peut-être arriver par la suite, à ce moment-là, je ferai sûrement une mise à jour de cette vidéo sur la chaîne, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me le signifier. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien rater de mes autres contenus, sachant que je vais prochainement faire un tuto sur les items cette fois-ci, histoire de poursuivre du coup ce tuto-là. Voilà. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!